Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Dernière audition de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Sophie Hatt, ancienne chef du GSPR sous François Hollande, a été entendue ce matin. Une ultime expertise avant les conclusions des sénateurs. Jusqu'où iront-ils dans la dénonciation des dysfonctionnements élyséens? Le débat à suivre. Le remaniement n'aura pas lieu avant vendredi, 8 jours après la démission du ministre de l'Intérieur. Ces atermoiements témoignent des difficultés de l'exécutif à constituer un gouvernement. L'opposition dénonce un véritable désordre institutionnel. On en parle dans un instant. Suite de l'examen de la réforme de la justice au Sénat, la Haute Assemblée a rétabli hier l'audience de conciliation en cas de divorce. Nicole Belloubet souhaitait sa suppression afin de diviser par deux les procédures pour plus de 50 000 couples. Le détail dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter, le hashtag Sénat 360 pour m'accompagner cet après-midi. On retrouvera Tam Tranui pour les réactions des sénateurs à l'actualité aujourd'hui et Alexandre Poussard en direct de l'hémicycle dans notre multiplex. Il n'y a pas de bras de fer entre le Premier ministre et le chef de l'État. C'est le message qu'a voulu faire passer aujourd'hui l'Élysée. Alors que je vous le disais, le remaniement est repoussé à vendredi. Écoutez les explications d'Édouard Philippe, le Premier ministre, qui a été interpellé lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Puisque vous semblez vous inquiéter de ce que le gouvernement ne serait pas consacré tout entier à son action, eh bien je veux vous dire, monsieur le député, qu'hier, peut-être cela vous a-t-il échappé parce que peut-être trouvez-vous ce sujet anecdotique. Mais hier, le ministre d'État, ministre en charge des transitions, obtenait à Luxembourg, grâce à l'influence de la France, un accord tout à fait remarquable sur un sujet dont tous ici nous sommes convaincus qu'il est essentiel, celui de la transition et de la lutte contre les gaz à effet de serre. Je veux vous dire, monsieur le député, que ce matin, Jean-Paul Delevoye, vous le connaissez, haut commissaire que j'ai nommé, a rendu public les conclusions de la première phase de discussion que nous avons engagée sur la réforme des retraites. Vous avez choisi de ne pas en parler, c'est dommage. Je pense que c'est un sujet qui intéresse les Français. Vous auriez pu indiquer, monsieur le député, mais vous ne m'écoutez guère, vous auriez pu indiquer que dans l'ensemble des domaines, le gouvernement qui est là, agit, poursuit le chemin qui a été tracé par le président de la République. Et pour conclure, je voudrais vous dire avec le plus grand calme et la plus grande sérénité que ni vous, monsieur le député, ni aucun commentateur, ni personne, jamais ne mettra le début du commencement de la moitié d'une feuille de papier à cigarette entre le président de la République et le Premier ministre. Alors vous l'avez entendu, il faudra encore un peu attendre avant de connaître le nom du remplaçant de Gérard Collomb et aussi celui des nouveaux entrants. Le gouvernement Philippe III sera annoncé certainement vendredi seulement dans la soirée. L'opposition dénonce cette période de flottement. Fabien Recker. Officiellement, il n'y a aucune raison de bousculer l'agenda. Ce matin, le Conseil des ministres a eu lieu comme prévu. Il y a un gouvernement au complet qui travaille. Le président de la République a également souligné qu'il assumait totalement de prendre le temps de faire ce fameux remaniement. Un remaniement qui bat des records de longévité, 8 jours après la démission de Gérard Collomb. Selon l'Élysée, il s'agit de laisser le temps à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d'examiner les candidatures. En réalité, le couple exécutif aurait essuyé plusieurs refus, notamment à gauche. L'Élysée confirme en tout cas que le remaniement sera d'ampleur et nie tout différent entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron sur la question. La droite sénatoriale dénonce quant à elle une grande fébrilité. Quand on a au sommet de l'État une grande cohérence, ça va très vite de faire un remaniement, parce qu'on a prévu d'ailleurs les cas où il y aurait peut-être des changements à faire. Mais là, le président est pris de surprise. Tous ces ministres d'État s'en vont les uns derrière les autres. C'est quand même une grande confusion et on voit bien, je le redis, que faute d'être le maître des horloges, il diffère le temps. Et ce, au moins jusqu'à samedi matin. Emmanuel Macron s'envole pour Yerevan et le sommet de la francophonie. Le nouveau gouvernement ne sera pas nommé avant son retour.
Et on va tout de suite retrouver Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat pour une première réaction à ces atermoiements du gouvernement. Vous êtes avec le sénateur Jean-Marie Bockel. Et oui, Jean-Marie Bockel, votre réaction à ce remaniement qu'on ne finit pas d'attendre, est-ce que c'est un signe pour vous de fragilité de l'exécutif? Certains dans l'opposition dénoncent un désordre institutionnel. C'est une situation assez inédite. Et est-ce qu'on peut parler de fragilité ou de fébrilité? C'est des mots que je n'emploierai pas parce qu'on ne peut pas juger de l'extérieur une situation qu'on ne suit pas de l'intérieur, mais on peut au minimum parler de difficulté à constituer un nouvel gouvernement qui respecte tous les équilibres auxquels le président et le Premier ministre sont attachés. Il arrive au moins 10 jours avant de remplacer le ministre de l'Intérieur. Et en tout cas, chaque jour qui passe est préjudiciable à la nécessité de porter sur le gouvernement de la République, surtout sur des postes régaliens aussi importants que l'intérieur, un regard à la fois serein, confiant, et c'est un petit peu du point de vue du citoyen que je me situe et du point de vue du parlementaire. Donc moi, j'entends évidemment du côté de certains élus de l'opposition des propos que je considère comme outranciers, au fond chacun doit balayer devant sa porte. La tragicomédie dont a parlé par exemple Christian Jacob, ce genre de mots. Non, je ne me retrouve pas dans ce type de jugement. Mais d'un autre côté, quand j'entends d'autres dire circuler, il n'y a rien à voir, c'est normal, tout est sous contrôle, je commence à avoir un peu de mal à le croire. Donc moi qui suis un esprit positif, constructif... Et vous qui avez été ministre, cette sérénité, elle est forcément un peu de façade. C'est difficile de continuer complètement à travailler sereinement. Bien entendu, mais traditionnellement, c'est pour ça que j'ai dit que c'était inédit, ce genre de situation que j'ai connu évidemment par le passé en maintes circonstances, durait peu de temps. Alors, bon, il y avait des annonces de remaniement, je pense à l'époque de Sarkozy, où pendant 10 mois, on a attendu un remaniement, mais on savait qu'il y aurait un moment donné où l'indication serait donnée qu'il était imminent. Donc ça ne nous empêchait pas de travailler. Mais à partir du moment où un remaniement est annoncé comme étant imminent, en plus, sans même de vacances, on était sur quelques jours. Quelques jours, c'est supportable, et pour les individus, et pour la République. Mais là, vacances non, parce qu'il y a le Premier ministre, donc je ne me permettrai pas de faire un procès d'intention. Bien sûr. On a déjà connu des situations d'intérim, avec des ministres de l'Intérieur qui ont été empêchés, comme Jean-Pierre Chevènement pendant de longs mois, donc d'accord. Mais au-delà de cette dimension-là, parce que vous savez, le rôle du ministre, il est politique. Les services fonctionnent, la machine est là. Donc, il ne s'agit pas non plus de dramatiser, d'exagérer, etc. Mais simplement, moi, ce que je dis de manière très, comment dirais-je, modérée, équilibrée, mais quand même insistante, c'est que c'est l'intérêt de tous, y compris de la crédibilité du président de la République et du Premier ministre, et comme Français, j'y suis attaché, qu'on sorte rapidement d'une telle situation. Il ne faudrait pas que ça dure beaucoup plus longtemps. Ce serait mieux. Un moment de flottement, en tout cas pour l'exécutif, ça va être compliqué de réellement retrouver un second souffle après toute cette période de 10 jours au moins. Moi, ce que je souhaite, si vous voulez, chez les militaires, moi je suis à la commission de la défense, je suis militaire de réserve, on parle du retour d'expérience. Je pense que le président de la République est en apprentissage accéléré. Il a l'atout de la jeunesse, de l'enthousiasme, de l'intelligence, tout ce qu'on voudra. Mais là, maintenant, il faut qu'il démontre qu'il a tiré les enseignements d'un certain nombre d'erreurs, y compris de comportement, etc. Et qu'on rentre dans une phase de maturité, parce que pour la réussite des réformes, moi j'attends un certain nombre de réformes, cela est nécessaire. L'expérience aussi doit apparaître à travers cet épisode qui se prolonge un peu trop. Merci beaucoup Jean-Marie Bockel pour votre réaction. Merci à vous, Tam. Et on va retrouver à présent Alexandre Poussard qui suit pour nous depuis la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat les débats autour de la réforme de la justice. Le texte a commencé son examen hier et le ton est monté, Alexandre, entre la Haute Assemblée et la garde des Sceaux sur la question notamment de la création de places de prison. Et oui Delphine, le ton est monté sur la surpopulation carcérale qui est un des défis auxquels cette réforme de la justice doit répondre. Alors les
sénateurs ont rétabli hier l'objectif de créer 15 000 places de prison d'ici à 2022. Et la majorité de droite sénatoriale a tout simplement tenu la promesse de campagne d'Emmanuel Macron. On écoute sur ce point Philippe Bas, le président de la commission des lois. Au cours de la campagne présidentielle de 2017, l'engagement de construire 15 000 places de prison en 5 ans a été pris devant les Français par plusieurs candidats, dont le candidat élu Emmanuel Macron. L'une des principales informations de ce projet de loi, c'est l'abandon de cet engagement. Un engagement abandonné, en tout cas différé, si on en croit la ministre de la Justice, car le gouvernement prévoit de construire 7 000 places d'ici à 2022 et de lancer la construction de 8 000 places pour le quinquennat suivant, entre 2022 et 2027. La ministre de la Justice a expliqué que cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron avait été confrontée aux difficultés du réel et elle a même haussé le ton face à un sénateur Les Républicains qui brandissait un tract de campagne dans l'hémicycle. On écoute la ministre. Vous savez très bien, parce que vous êtes un élu du territoire, que ce n'est pas simple de trouver des terrains. Vous savez très bien qu'il y a des procédures à respecter. Vous savez très bien qu'il y a des analyses de terrain à faire. Vous savez très bien qu'il y a des dossiers à construire. Il faut pour cela du temps. Le gouvernement veut donc tenir cet objectif de 7 000 places pour 2022. Mais si on écoute les sénateurs, cet objectif n'est pas nécessairement réalisable. D'après leurs auditions, ils ont auditionné des experts sur la question. Il faut environ 4 à 5 ans pour construire une prison. Nous sommes fin 2018. Aucun projet de construction n'a été lancé pour le moment. On voit donc, Delphine, que sur cette question des prisons, Emmanuel Macron n'est plus vraiment le maître des horloges. Merci à vous Alexandre, on vous retrouvera tout au long de cette édition. Et je vous le disais en titre, les sénateurs se sont opposés hier soir à la suppression de l'audience de conciliation en cas de divorce contentieux. Le Sénat a supprimé cette simplification de la procédure en rejetant 2 amendements, un du gouvernement et l'autre de La République En Marche, visant à les rétablir. Explication, Géraldine Baboileau. Simplifier pour mieux juger, c'est ce que souhaite le gouvernement dans son projet de réforme de la justice. Mais hier soir, les sénateurs ont rétabli une mesure qui concerne les divorces contentieux, l'audience de conciliation. Une mesure que le texte avait supprimée. Selon le gouvernement, cette conciliation serait inutile car elle ne déboucherait quasiment jamais sur l'entente des époux. Actuellement, la procédure de divorce prévoit une audience de conciliation. Elle est obligatoire. Les époux doivent d'abord se rendre devant le juge pour discuter des modalités de leur séparation. Ils vont ensuite au tribunal, devant le même magistrat, pour prononcer le divorce. Pour la ministre de la Justice, supprimer cette première étape permettrait d'accélérer la procédure et de désengorger les tribunaux. La réduction de la durée de la procédure qui en découlera nécessairement est un souhait constant des justiciables qui déplorent régulièrement la durée excessive des procédures judiciaires en divorce. Cette durée est aujourd'hui estimée à peu près à 30 mois et elle devrait être divisée par 2 en raison de la procédure que je vous propose. Selon le Sénat, enlever cette conciliation conduirait plus directement les 2 parties à entrer dans une logique d'affrontement. L'audience de conciliation est utile. Elle est utile parce que c'est souvent le premier moment où ceux qui sont en conflit peuvent se voir, éventuellement discuter. Je ne dis pas que la conciliation est certaine à coup sûr. 40 articles sont encore en discussion au Sénat sur les 57 que le gouvernement a rédigés. Et on parle à présent du principe d'extraterritorialité. Vous le savez, les États-Unis peuvent désormais poursuivre des entreprises étrangères un peu partout dans le monde. Alors face à cela, il faut une réponse européenne forte si rien n'est négocié avec les États-Unis avant le 4 novembre, date à laquelle, par exemple, PSA, Renault, Total ou encore Airbus pourraient être passibles de sanctions américaines. Je vous propose d'écouter les explications sur ce sujet du sénateur centriste Philippe Bonnecarrère. Il répondait aux questions d'Élise Grégoire. Il y a un problème pour notre pays et pour l'Europe avec l'extraterritorialité des lois américaines. 2, c'est un problème pour nos entreprises. 3, c'est une atteinte à notre souveraineté. Et pour moi, souveraineté française et souveraineté européenne sont une seule et même chose. De notre démarche avec mes collègues, c'est de dire que l'Europe doit répondre à l'extraterritorialité des lois américaines. L'Europe est souveraine, la France est un pays souverain en cohérence avec l'Union européenne. Nous ne pouvons pas accepter que les États-Unis nous demandent de suivre, d'appliquer, de mettre en œuvre leur politique étrangère.
La commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla touche à sa fin. C'est Sophie Hatt, ancienne chef du GSPR sous François Hollande, qui a clos ce matin un cycle de 29 auditions. Un ultime témoignage avant les conclusions des sénateurs qui vont devoir s'intéresser de près au dysfonctionnement de la machine élyséenne. Quentin Calmy. Oubliez les dizaines de caméras et de photographes, comme lors de la venue d'Alexandre Benalla au Sénat. Pour cette toute dernière audition, le calme est de retour. C'est Sophie Hatt, ancienne patronne de la sécurité sous François Hollande, qui était convoquée. Et ce, afin d'apporter son expertise en matière de sécurité du président de la République. J'étais en charge de la sécurité rapprochée du président de la République. Le chef, puis la chef de cabinet est en charge de l'organisation des déplacements. Notre travail de collaboration a été extrêmement clair. Je ne me suis jamais chargée d'organiser les déplacements du président de la République. Il ou elle ne s'est jamais chargé d'organiser la sécurité rapprochée du président de la République. Elle n'aurait pas, ou il n'aurait pas accepté que je sois sur son domaine de compétences, et je n'aurais jamais accepté que quelqu'un prenne place sur le mien. Les attributions de chacun pendant le précédent quinquennat étaient donc très claires, à l'inverse de la situation décrite depuis le début de l'affaire Benalla. Il peut apparaître que M. Benalla était un organisateur de voyage. Il peut apparaître qu'il était un garde du corps ou quelqu'un qui assurait de fait une sécurité rapprochée, notamment dans les voyages, déplacements privés. Il peut apparaître qu'il n'avait aucune mission de sécurité. Aucune. Ça nous a été dit sous serment. Je vous dis cela parce que tout ce que j'ai dit ici est attesté par des déclarations publiques faites sous serment. Tout. Charge désormais aux sénateurs de recouper toutes ces déclarations pour leur rapport, attendu dans les prochaines semaines. Et nous avons maintenant à établir ce qui sera notre conviction profonde sur les dysfonctionnements éventuels qui auront pu être identifiés sur la sécurité du président de la République. Rôle d'Alexandre Benalla à l'Élysée, permis de port d'armes, réalité de la sanction. Sur tous ces points, les zones d'ombre demeurent. Charge désormais aux sénateurs de se faire une intime conviction en la matière. Alors quels enseignements, quelles zones d'ombre, quelles conclusions peut-on attendre et quelles conséquences pour le Sénat? Sort-il renforcé? Il est apparu pour beaucoup comme un contre-pouvoir utile. On ouvre le débat dans Sénat 360. Et mes invités sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Esther Benbassa. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice écologiste de Paris, rattachée ici au groupe CRCE. Marie Mercier est également avec nous. Bonjour, vous êtes sénatrice LR de la Saône-et-Loire, membre de la commission des lois. Jean-Pierre Sueur est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes co-rapporteur de cette commission d'enquête, sénateur socialiste du Loiret. Et puis Loïc Hervé, bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes sénateur centriste de la Haute-Savoie, secrétaire de la commission des lois. Première question pour vous, Jean-Pierre Sueur. Puisque, on le disait, c'était la dernière audition. Il va falloir maintenant se pencher sur les conclusions à venir de ce rapport. Cette commission d'enquête, elle a été riche d'enseignements. Qu'avez-vous appris? Écoutez, nous avons procédé avec mes collègues à 29 auditions. Ça doit faire environ 50 heures. Toutes ces heures ont été télévisées, grâce à Public Sénat notamment. Et tous les Français qui le voulaient ont pu suivre nos travaux. Je crois que cela montre la fonction de contrôle du Parlement qui s'est exercée en l'espèce dans une grande transparence. Et c'est bon pour la démocratie, me semble-t-il. Alors maintenant, nous avons un corpus très important et nous avons commencé, bien sûr, nous travaillons depuis 1 mois, 2 mois. Et nous allons prendre encore quelques semaines pour rédiger un rapport. Ce rapport, il essaiera de dire la vérité. Notre intime conviction, compte tenu qu'on nous a dit beaucoup de choses. Les dysfonctionnements qui ont eu lieu, les causes des dysfonctionnements, et puis nous ferons des propositions, des préconisations, parce que notre rôle, nous, dans une commission d'enquête, n'est pas de condamner. Nous ne sommes pas un tribunal. Mais nous sommes au service de l'État, au service de la République, des Français, pour, quand il y a eu un dysfonctionnement, des manquements graves, très lourds, eh bien, examiner ce qui se passe
et faire des propositions. Loïc Hervé, la question qui se pose également, c'est jusqu'où allez-vous placer finalement ce curseur dans la dénonciation des dysfonctionnements que vous avez constatés pendant cette commission d'enquête? C'est bien le Parlement et en particulier le Sénat. Je rappelle quand même que la commission d'enquête, la même à l'Assemblée nationale, n'a pas abouti au rapport dont Jean-Pierre Sueur vient de parler. Donc c'était une commission qui a avorté dans ses travaux. Elle a mené quelques auditions. Là, les travaux sont sur la base d'un travail exhaustif d'examen de ce qui a pu se passer. Le curseur, mais il n'y a pas de curseur à placer. Le seul curseur qui est à placer, c'est le curseur de la loi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller sur les affaires pénales, les sujets sur lesquels M. Benalla et d'autres personnes sont mis en examen. Mais pour autant, sur l'affaire telle qu'elle a pu exister, eh bien, la commission d'enquête du Sénat est totalement libre d'aller faire les préconisations qu'elle entend, comme elle a été d'ailleurs libre d'entendre toutes les personnes qu'elle a pu convoquer devant elle. Esther Benbassa, la commission d'enquête n'est pas allée au bout des 6 mois. C'était possible de prolonger les travaux. Est-ce qu'il fallait aussi en finir avec ces rendez-vous hebdomadaires, toutes ces auditions? Vous le rappeliez, Jean-Pierre Sueur, que nous avons diffusées, qui ont certainement gêné au plus haut sommet de l'État. Oui, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut atterrir quand même. On n'a pas voulu délayer. Il fallait à un moment donné dire qu'on n'a pas tout compris, on n'a pas tout entendu, mais avec ce qu'on a, avec ce corpus, il y aura quand même un rapport, comme Jean-Pierre Sueur l'a dit, nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour comprendre. Et peut-être on n'a pas tout compris, parce que les informations qu'on nous a données n'étaient pas toujours proches de ce que Jean-Pierre Sueur appelle la vérité. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une vérité, mais disons, on a frôlé quand même certaines limites. Et ça, c'est un peu étonnant de voir que des hommes d'État, il y avait peu de femmes qui ont été auditionnées, mais que ces hommes d'État puissent, disons, ne pas toujours dire la vérité, mettre en avant leurs intérêts pour ne pas tout dire, parce que cette affaire est d'abord aussi le résultat d'un dysfonctionnement. Aujourd'hui, j'ai demandé à la personne qui a été auditionnée si elle avait vu pendant ces 5 années de service quelqu'un n'appartenant pas à la GSPR porter une arme. Elle a dit non. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même des vrais problèmes. Peut-être qu'on va comprendre certaines choses, mais je crois qu'on saura plutôt qu'à l'Élysée, il y avait un vrai dysfonctionnement, qu'il y avait des copinages, des passe-droits, etc. On va y venir, Esther Benbassa, sur ce point. Quel bilan tirez-vous de ces travaux, Marie Mercier? Que très clairement, si je puis dire, il y a des zones d'ombre. Notre mission n'était pas d'analyser M. Benalla lui-même, mais d'essayer de voir s'il n'y avait pas autour du président de la République des dysfonctionnements concernant sa sécurité. La France est la 5e puissance du monde. Le président de la République doit donc être en parfaite sécurité et avec des professionnels. Or, il semblerait, mais là, ce sont toutes les auditions que nous avons menées qui devront être analysées, être comparées. Il semblerait que cette personne, d'ailleurs que monsieur le ministre de l'Intérieur de l'époque pensait être un policier, n'avait pas cette fonction de sécurité. Or, il était tout près du président. Donc, il y a quand même certaines choses qu'il faut revoir, tout en sachant que c'est la sécurité du président de la République qui est là notre mission première. Alors justement, je vous propose de réécouter Alexandre Benalla. Vous l'avez tous les 4 auditionné. Il a expliqué sa fonction de manière très précise. On l'écoute. Je regrette de vous dire, je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron. Je n'ai jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron. À partir du moment où vous êtes dans une tâche où vous faites l'interface entre le candidat et un certain nombre de personnes, où vous êtes un facilitateur. Moi, j'avais une tâche d'organisation générale, de sécurité générale. Mais sur des meetings, j'étais proche de lui physiquement, et on l'a vu dans les médias, mais comme un certain nombre de personnes sur lesquelles on ne porte pas le focus aujourd'hui. Vous avez cette notion, vous avez besoin de cette proximité pour lui passer un certain nombre de messages. Mais je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron. Et je ne l'ai jamais été. Et pour répondre de manière très claire, j'avais 4 missions à l'Élysée. Ma première mission était l'organisation des déplacements nationaux dans le cadre de ce que je viens de vous expliquer là. Je pense que vous en aviez déjà connaissance. Il était l'organisation des événements au Palais, dans le cadre de ce que je viens de vous expliquer là également, dont vous aviez connaissance.
Il était le cadre de l'organisation, et je vais employer le terme, parce que ce qu'on appelle les déplacements privés du président de la République. Je pourrais m'en expliquer si vous avez des questions là-dessus. Et il était dans une tâche qu'on a appelée coordination des services de sécurité. La coordination des services de sécurité, je pense vous avoir expliqué par mon parcours, c'est vrai que j'ai une petite connaissance du domaine de la sécurité. Il ne consistait pas à être le chef de la sécurité de l'Élysée. Il consistait à conduire un certain nombre de réunions, de réflexions. Souvent, si vous prenez le colonel Laverne, qui est maintenant général, qui a besoin de 12 voitures supplémentaires, par exemple, pour son parc automobile. S'il n'a pas un appui politique, si le cabinet ne l'aide pas, c'est comme ça que ça fonctionne, si le cabinet ne l'aide pas, il pourra aller demander 12 voitures au ministère de l'Intérieur, il sera tout seul face au ministère de l'Intérieur. Et c'est souvent ce qui se passe. Donc par exemple, j'avais en charge le renouvellement du parc automobile de l'Élysée. Parce qu'à un moment, vous faites des réunions à un autre niveau que de chef de service à l'administration centrale. Vous faites une réunion à un niveau cabinet, c'est-à-dire le cabinet du président de la République saisit le cabinet du ministre de l'Intérieur parce qu'il y a besoin de moyens supplémentaires. Ce n'était pas une fonction opérationnelle de sécurité, c'était une fonction administrative. Je suis un peu dans l'esprit du président, c'est que quand on me demande de faire quelque chose, je le fais, je vais un peu jusqu'au bout, et parfois vous attirez des inimitiés de gens qui vous expliquent que ça fait 40 ans qu'on fait comme ça, et qu'on ne vous a pas attendu pour changer les choses. Bon, ça peut créer des tensions parfois. Et quand vous ne faites pas partie du club, excusez-moi de l'expression, on vous le reproche. Jean-Pierre Sueur, on vient de réentendre Alexandre Benalla, il dit « j'avais une fonction administrative, je n'avais pas de fonction opérationnelle de sécurité ». Vous avez remarqué, Delphine Girard, que M. Benalla dit qu'il avait pour mission la coordination des services de sécurité de la présidence de la République, notamment. Et nous avons entendu le secrétaire général de l'Élysée, le directeur de cabinet de la présidence de la République et le chef de cabinet qui nous ont dit que M. Benalla n'exerçait aucune mission de sécurité. Pour le moins, il y a quelques contradictions. Et le problème qui est posé, c'est que si on met bout à bout toutes les auditions, il y a un certain nombre de contradictions qui sont évidentes, il suffit de regarder les vidéos. Contradiction, vous dites Jean-Pierre Sueur, est-ce que ça peut aller jusqu'au parjure? Non, je dis contradiction. Je ne dis pas parjure, je dis des contradictions, de fortes différences d'appréciation, si vous préférez, par rapport à des événements qui sont identiques. Des non-dits, des imprécisions, du vague et du flou. J'ai le sentiment d'un puzzle, vous voyez, le puzzle, avec des pièces qui ne s'emboîtent pas. Oui. Alors, à nous avons ce matériau. Nous ne sommes pas des juges. Nous avons déjà commencé à beaucoup étudier ce qui s'est passé et à étudier comment on a pu y arriver là, vous comprenez? Au départ, le 1er mai, il se passe quand même des choses à la Contrescarpe. Est-ce que vous trouvez normal que le soir, il y a quelqu'un qui se fait tabasser par le chef de cabinet adjoint ou l'adjoint au chef de cabinet du président de la République? Le soir, il y a là des policiers avec un commandant, des CRS avec un commandant. Le soir, aucun rapport n'est fait ni à la préfecture de police ni au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur apprend cela le lendemain après-midi. Ensuite, port d'armes de M. Benalla, je peux vous dire que sur ce sujet, nous avons environ 4 versions, y compris la sienne. Donc, nous sommes devant cela. Nous avons tout fait, posé toutes les questions et les reposer. Nous allons dire la part de vérité que nous pourrons dire, les dysfonctionnements, pourquoi on en est arrivé là, et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus en arriver là. Loïc Hervé, ces non-dits, ils en disent parfois peut-être aussi un peu plus long sur de véritables réponses que vous attendiez. Ça dit aussi que cette personne, Alexandre Benalla, faisait l'objet d'une certaine complaisance. Il avait des passe-droits. Ce sont les conclusions que vous pouvez en tirer ? Le temps des conclusions va venir, puisque les rapporteurs vont proposer à la commission des lois qui en débattra la matière d'un rapport, et nous en débattrons à ce moment-là. Et je peux, aujourd'hui, à part le matériau brut des 29 auditions, viendra le temps aux deux co-rapporteurs, Mme Jourda et M. Sueur, de proposer un rapport à la commission. Et à ce moment-là, évidemment, on pourra
trier le bon grain de livret tel que ça se peut apparaître pour les sénateurs. Ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant que vous ayez rediffusé Alexandre Benalla et qu'on revoie ce qu'il dit à la lumière des auditions précédentes et des auditions suivantes. C'est tout l'intérêt de la confrontation d'une commission d'enquête parlementaire telle que nous l'avons vécue maintenant depuis le mois de juillet, d'avoir cet enchaînement d'auditions différentes. Ce que je trouve tout à fait évocateur, c'est que, et je l'avais posé en ces termes à Gérard Collomb lorsque j'ai pu lui poser une question sur la personnalité, sur les passe-droits, puisque vous évoquez cette question des passe-droits d'Alexandre Benalla. Moi, je crois qu'Alexandre Benalla s'est construit une apparence. Et qu'on l'a laissé faire et qu'à aucun moment quelqu'un l'a arrêté. Il s'est construit une apparence, c'est-à-dire que finalement, parce qu'il avait un intitulé, une personnalité aussi, il s'est vu octroyer un passeport diplomatique, une habilitation secret défense, un port d'armes, une voiture, tout un tas de choses, d'éléments qui lui permettent. Mais non seulement c'est des avantages en nature, mais ça permet de construire au-delà de la personne d'Alexandre Benalla, une espèce de stature qui lui permet d'aller faire finalement une grosse bêtise le 1er mai. On l'a laissé faire parce que jamais dans le fonctionnement administratif de l'Élysée, on aurait cru laisser faire ça. J'ai demandé à Gérard Collomb de savoir, selon lui, quel était le grade d'Alexandre Benalla dans la police. Puisqu'il disait, je pensais qu'il était policier. Oui, enfin, il était ou gardien de la paix, ou commissaire divisionnaire, ou cadre supérieur de la police nationale. À 26 ans, on peut avoir une idée un peu de quel aurait pu être son grade. Et donc, c'est une vraie question, ça, de l'apparence. Et donc, même le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, dit, oui, mais moi, j'ai toujours pensé que c'était un policier. Donc, vraiment, il y a ça. Et puis, il n'y a pas eu de contre-pouvoir. Il n'y a pas eu d'effet de contrôle. Il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est mis à un moment donné en travers. Et il a fallu attendre la grosse bévue du 1er mai, révélé quelques jours plus tard, une sanction administrative ridicule eu égard à la gravité des faits, et puis le fait que la presse rende public les choses pour que de cette théorie de l'apparence, on se rende compte qu'il y avait un problème de fonctionnement au sein de l'exécutif, aussi près du président de la République que pouvait l'être Alexandre Benalla. Alors on parlait des enseignements de cette commission d'enquête. Philippe Bain, le président de la commission des lois de cette commission d'enquête sur l'affaire Benalla, était l'invité de l'association des journalistes parlementaires. Il explique justement à quoi a servi cette commission. On l'écoute. Il y a déjà 2 leçons qu'on peut tirer de ce travail. La première, c'est que vraiment et décidément, la mission de contrôle du Parlement, c'est aussi important que sa mission législative. Vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez, il vaut mieux qu'elles soient bonnes, et nous nous appliquons à les améliorer au Sénat. Et nous sommes constructifs. Nous ne rejetons pas, parce que nous serions dans l'opposition d'un revers de manche, les propositions qui nous sont faites. Mais à côté du législatif, il y a le contrôle, il prend racine dans la Déclaration des droits de l'homme, dans la Constitution, et pour nous c'est fondamental. Et deuxième leçon que je tire moi de ça, c'est que le Sénat, pour ce pouvoir de contrôle, alors là, il peut prendre une place que l'Assemblée nationale ne peut pas prendre. Pourquoi elle ne peut pas le prendre? Parce qu'il y a un manque de maturité dans notre démocratie qui fait que quand vous êtes du parti majoritaire, vous avez peur de contrôler les services qui sont sous l'autorité du gouvernement. Marie Mercier, il y a eu de la peur aussi. De la peur, non, je ne crois pas. Par contre, nous avons eu un étonnement certain en auditionnant M. Benalla. C'est une personne qui nous a semblé assoiffée de responsabilité. Quelqu'un qui vivait son rêve, manifestement, qui était content d'être aux côtés de personnalités de premier plan et qui n'a pas été recadré. J'avais déjà expliqué cela. Dans nos communes, nous avons des personnalités qui demandent à faire aussi tout un tas de choses pour lesquelles elles n'ont pas été recrutées. Mais en règle générale, dans nos communes, il y a un contrôle. Et tout simplement, on recadre, on réexplique les missions et on refait les gens travailler dans le droit chemin. Il y a une grosse responsabilité de ses supérieurs, pour moi. Ce jeune homme n'aurait jamais dû être livré à lui-même de cette façon, avec l'autorité naturelle qu'il a. On l'a compris en auditionnant tout un tas d'interlocuteurs. Il y a un manque certain d'encadrement pour lui.
Esther Benbassa, est-ce que vous avez travaillé de façon sereine? Est-ce qu'il y a eu parfois des pressions? On sait qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur une possible atteinte à la séparation des pouvoirs, avec les propos à la fois de la garde des Sceaux, de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Castaner. Et M. Castaner aussi, vous avez raison de le rappeler. Nous, on a travaillé dans la sérénité. On n'est pas... tranquillement, on a posé des questions. On ne s'est pas énervé, même quand il y avait... enfin, disons quelques mensonges. Donc, je ne sais pas. Ces personnes, en faisant pression dans la presse, ont plutôt disqualifié le président, parce que, je ne sais pas, ils ont fait du lobbying, en gros, pour nous empêcher d'aller plus loin. Alors, si on se pose la question, oui, pourquoi ils avaient peur qu'on en parle? Et moi, je poserais une autre question. Pourquoi on l'a laissé faire? Parce que dès le début des auditions, nous avons eu les syndicats de police qui ont utilisé le mot terrorisé, qui les terrorisaient. Là, dans l'interview que vous avez passée, il dit « nous n'étions pas du même camp ». Enfin, il a utilisé un autre mot, nous n'étions pas en gros du même milieu. Là, c'est la victimisation, parce qu'un policier ne vient pas de la haute bourgeoisie non plus. Donc là, c'était une excuse. Puis on le voit tout au long de son itinéraire. On l'a laissé faire. Et là, il a pris, enfin disons, c'est quelqu'un, comme vous l'avez dit, qui avait envie d'avoir des fonctions, etc. On voit déjà, en 2006, on le voit armé sur une photo du Nouvel Observateur, et on se demande comment il avait la possibilité de porter une arme sans autorisation, et il m'a répondu, c'est une autorisation allemande que j'avais. Alors, on le sait par le Nouvel Observateur que ce monsieur s'est fait photographier dans un studio français, et même s'il avait eu l'autorisation allemande, il était dans l'interdiction. Donc, aller devenir un homme si important à l'Élysée et même aller jusqu'à oser aller comme observateur à la Contrescarpe, puis d'abord au Jardin des Plantes, puis à la Contrescarpe, c'est vrai que on se demande comment cet homme a pu agir. Beaucoup de questions encore, Esther Benbassa, oui. Jean-Pierre Serre, je reviens sur cette question aussi de la dimension politique de cette commission d'enquête. Ça a pu vous être reproché. Certains ont vu là, notamment de la part de certains sénateurs, La République En Marche, ici, une volonté d'atteindre directement le président à travers cette commission d'enquête. Ils ont tout à fait tort, ceux qui pensent ça. Et d'ailleurs, je mettrai une petite nuance par rapport à ce qu'a dit Philippe Bas tout à l'heure. Je considère que quand nous sommes dans une commission d'enquête, ce n'est pas le parti ou le groupe politique auquel nous appartenons qui compte. Voyez-vous, ici autour de cette table, nous appartenons à des groupes différents. Nous sommes membres de la commission. Les sénateurs de LREM sont membres de la commission. Et Philippe Bas n'est pas dans le même groupe politique que moi-même, que Muriel Jourda. Mais nous avons décidé d'œuvrer ensemble, de préparer les questions ensemble, d'organiser les choses ensemble, parce que il ne s'agit pas de l'opposition politique qui existe, ici, dans l'hémicycle, sur tous les projets de loi, bien sûr, qui est naturelle, qui est la démocratie. Là, il s'agit d'être unis pour contrôler le gouvernement, quel qu'il soit. Donc, moi, je crois qu'il est tout à fait possible, il eût été possible qu'à l'Assemblée, ils aient cette attitude ouverte. Mais on a eu une sorte de crispation. Vous vous rendez compte que la présidente de la commission d'enquête s'opposait à ce qu'on reçoive telle ou telle personne. Nous, on a reçu tout le monde. On a reçu tout le monde. Elle était dans la majorité, elle défendait justement, à ce propos, mais justement, du gouvernement. Si ce que dit Esther, mais justement, c'est une conception où quand on est dans une commission d'enquête, on pense d'abord au parti Sur ce politique. point, Jean-Pierre Serre, je vous propose de revoir un extrait, puisque vous avez dit on a reçu tout le monde. Ça n'a pas toujours été aussi évident. On sait que certaines personnes ne souhaitaient pas venir s'exprimer devant la commission d'enquête. Regardez cet extrait de différentes auditions. Le président de la République, en m'autorisant à venir devant vous, a souhaité contribuer à la manifestation de la vérité. Le président de la République a autorisé certains de ses collaborateurs à venir devant vous afin de contribuer à la manifestation de la vérité.
Le président de la République m'a autorisé à venir devant vous. Tout citoyen qui est convoqué par une commission d'enquête parlementaire doit déférer à la convocation. C'est tout. Nul n'est au-dessus des lois à cet égard. Loïc Hervé, ça a quand même gêné au plus haut point, cette commission d'enquête. On voit bien sûr que ça gêne, parce que quelque part, on n'est pas non plus dans la culture française du Parlement. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on est dans une logique d'une sacrée république, d'un parlementarisme rationalisé, où l'exécutif, y compris dans la maison du Sénat ou à l'Assemblée nationale, joue un rôle qui est important. Et il y a un esprit républicain de déférence à l'égard du gouvernement, comme ça peut exister d'ailleurs de la part des élus locaux par rapport aux préfets. Et on confond en fait le respect des institutions avec forcément une espèce de conflit de loyauté. On n'est pas du tout là-dedans. Regardez ce qui se passe avec l'affaire Kavanaugh aux États-Unis et ce juge de la Cour suprême qui, au terme d'un vote, est devenu juge de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Combien de jours, combien d'auditions ont été prises pendant le Sénat américain? Alors certes, le président américain fait des commentaires sur la personne qui a été prétendument agressée sexuellement il y a une trentaine d'années par ce candidat à ce poste de juge, etc. Mais n'empêche que le Parlement américain, le Sénat américain, a conduit toutes les diligences nécessaires. Vous êtes dans la majorité sénatoriale ici, majorité de droite. On voit bien qu'il y a aussi une tentation aussi d'égratigner un peu l'Élysée avec cette commission d'enquête. Moi, je suis dans le groupe de l'Union. Moi, je suis dans le groupe de l'Union centriste. Je souhaite la réussite du quinquennat d'Emmanuel Macron, et je souhaite aussi que notre pays se réforme et qu'un certain nombre de choses aboutissent dans le fonctionnement des... Je ne suis pas un opposant échevelé sur tous les sujets. Je ne fais pas de chaque cas un cas de divergence, de polémique. Et l'ambiance même du Sénat, de manière générale, comme Philippe Bas l'a rappelé, nous ne sommes pas des opposants systématiques à tous les sujets. L'affaire Benalla, révélée par la presse, ce qu'on a pu découvrir, a fait que le Sénat, après l'Assemblée nationale, si on veut être juste en termes de chronologie, a souhaité créer une commission d'enquête parlementaire qui a fait un travail de très longue haleine et qui a permis d'aller à son terme. Et nous sommes proches de l'achèvement. J'avais une question pour vous, parce qu'il se murmure que justement, dans son rapport, la commission d'enquête pourrait justement un peu égratigner l'Élysée. Écoutez, nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas cet état d'esprit-là. Bon, je sais qu'il a été demandé de comparer ce qui pouvait se faire en Allemagne, en Grande-Bretagne, aussi en Italie, pour voir comment ces pays-là gèrent la gestion de leurs hommes d'État. Nous n'avons pas encore la réponse. Ce n'est pas pour faire un copier-coller, mais pour se rendre compte de comment c'était géré ailleurs. Le terrorisme rôde chez nous. Donc il est tout de même capital de savoir si le président de la République est bien protégé. Esther Benbassa, je vous vois sourire. Oui, bon, écoutez, on ne va pas enlever l'aspect politique aussi de cette démarche qui a abouti. Pourquoi elle n'a pas abouti à l'Assemblée? Parce que la majorité pouvait décider qu'il fallait ne pas égratigner le président de la République. Mais enfin, bon, on ne va pas non plus dire qu'il ne faut pas égratigner, que le monde est beau, tout allait bien, et que nous sommes totalement, disons, en dehors de toute réflexion politique et action politique. Non, nous sommes des politiques. Cette commission ne reste pas en dehors de la politique, et je suppose que les conclusions seront aussi politiques. Oui, ne nous cachons pas le visage, on est là et on a fait de la politique aussi. Qu'on les gratigne ou pas, écoutez, oui, on verra. Moi, je ne connais pas les conclusions du rapport. Tous les membres liront le rapport, et voilà. Et peut-être que si LR était au gouvernement, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de commission. On n'en sait rien, mais en tout cas, au nom du doute, je laisse la question ouverte, mais je ne veux absolument pas dire que c'était quelque chose d'innocent. Oui, j'ai une nuance avec Esther Benbassa. C'est que, bien sûr, il y a de la politique partout. Mais dans une commission d'enquête, j'insiste là-dessus, quel que soit le gouvernement, nous devons faire preuve de la même objectivité. Je pense que c'est une absolue nécessité, et c'est d'ailleurs pourquoi aux 3 personnages qui ont dit qu'ils ont reçu l'autorisation, j'ai répondu 3 fois
qu'il n'avait pas besoin de cette autorisation Tout à fait. qui d'ailleurs était sans effet. Je l'ai dit, j'ai pris mes responsabilités. Je considère que le président de la République ne peut pas venir devant une commission d'enquête. C'est clair, en raison de la séparation des pouvoirs. Mais toutes les autres personnes doivent, non seulement peuvent, mais doivent venir. Et d'autre part, nous avons, d'après la Constitution, pour charge de contrôler le gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. La protection du chef de l'État, c'est une politique publique. Donc une commission d'enquête peut tout à fait s'intéresser à ce qui se passe à l'Élysée, évidemment, comme dans les ministères, comme partout. Et il y a des commissions d'enquête sur de très nombreux sujets. Vous savez, sur Lactalis, on était dans une commission d'enquête sur les violences, la lutte contre le djihadisme, etc. etc. C'était pas aussi hautement politique cette commission, quand même. Oui, mais Esther... Si vous parlez de dysfonctionnement de l'Élysée dans le rapport, vous aurez égratigné le président. Oui, il y a une chose qui m'interpelle quand même par rapport à la question qu'on se pose à l'instant, c'est la question de l'opinion publique. Oui. L'opinion publique a été profondément choquée par cette affaire, et je crois que les représentants du peuple que nous sommes, alors c'est vrai que les sénateurs, nous sommes élus indirectement, mais nous sommes aussi légitimes que les députés à mener des travaux de commission d'enquête. Nous contribuons en recherchant la manifestation de la vérité, en essayant de tirer toutes les conclusions nécessaires de ce dysfonctionnement-là, à aider aussi l'opinion publique, les Français que nous représentons dans cette maison, d'abord à ce que cette affaire ne se reproduise pas, déjà et ensuite à leur dire que le monde politique... c'est bien qu'il s'égratigne aussi un peu de temps en temps si les sujets le méritent. C'est-à-dire que, je rejoins Esther Benbassa là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un moment où, si l'affaire est grave, eh bien, ma foi, que les choses soient sur la table et qu'on les exprime à haute et intelligible voix, ça me paraît bien. Et nous sommes, les rapporteurs, les membres de la commission d'enquête, nous sommes les représentants des Français face à cette affaire, face aux protagonistes de cette affaire, pour trouver la manifestation de la vérité et faire en sorte que des solutions soient trouvées que la Commission a déjà eu de la conséquence. Par exemple, Monsieur le Président de la République a nommé des personnes pour réorganiser l'Élysée. Et d'autre part, maintenant, les membres du cabinet, tous les membres du cabinet sont obligés de faire des déclarations de leur patrimoine et de leur intérêt. Tout ça, c'est dû à la Commission. Donc ça, tout Marie Mercier, rapidement, un mot de conclusion. Bien sûr. Un mot de conclusion. Une des premières lois que nous avons votées a été une loi de moralisation de la politique. Comme si tout ce qui avait eu lieu avant n'avait pas été moral et qu'il fallait ramener une transparence et une morale. Je pense que cette affaire a montré que finalement, eh bien, le monde étant ce qu'il est, il y avait aussi des choses qui s'étaient passées qui n'étaient absolument pas correctes depuis le début de ce quinquennat. Qu'il se soit passé des choses abjectes autrefois, peut-être, c'est pas pour ça que nous le défendons. Eh bien, merci. Merci, la Marie population a été, nos citoyens et citoyennes ont été très intéressés et nous félicitaient au marché ou ailleurs en disant écoutez, vous voulez la vérité, c'est formidable, etc. Les rapports de la conclusion. Merci Esther Benbassa, merci à vous Loïc Hervé, merci Jean-Pierre Sueur, merci Marie Mercier d'avoir été les invités de Public Sénat. On va continuer à s'intéresser à vos travaux puisqu'on va retourner dans l'hémicycle où depuis hier, eh bien, les parlementaires, vous allez y retourner dans l'hémicycle, effectivement, les parlementaires, eh bien, examine le projet de réforme de la justice. On retrouve Alexandre Poussard et on s'intéresse à cette question. Elle concerne le pouvoir des enquêteurs, Alexandre. Et oui Delphine, on va arriver à un moment important de ce texte sur les articles qui concernent l'extension des pouvoirs des enquêteurs judiciaires. Alors le texte va prévoir par exemple de permettre aux procureurs de réaliser des écoutes téléphoniques, d'utiliser la géolocalisation. Ce sont des techniques d'intrusion dans la vie privée qui sont jusque-là réservées aux juges d'instruction et aux juges des libertés et de la détention. Et c'est pourquoi une partie des sénateurs craignent que le pouvoir du juge d'instruction soit diminué par rapport à celui du procureur de la République. On écoute la réponse de la ministre de la Justice. Je ne crois pas que le projet que je porte marginalise le juge d'instruction. Il n'y a pas de rupture par rapport à la situation actuelle du juge d'instruction, dont je voudrais rappeler ici qu'il ne gère que 3% des poursuites aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas dire que le texte que je propose le marginalise. Au contraire, le juge d'instruction, nous le recentrons sur les dossiers les plus lourds.
Alors, les procureurs pourront utiliser ces techniques d'intrusion pour des crimes et des délits passibles d'une peine de plus de 3 ans de prison. Les sénateurs sont plutôt favorables à cette mesure, mais ils veulent qu'elle s'applique à des crimes plus graves, passibles d'une peine de plus de 5 ans de prison. Plus généralement, ce texte va étendre les pouvoirs des officiers de police judiciaire en leur permettant notamment de réaliser des perquisitions plus facilement. Et finalement, ce texte répond aux demandes des policiers et des gendarmes qui voulaient simplifier la procédure pénale. La lourdeur de cette procédure pénale, c'est la cause du malaise des policiers et des gendarmes sur lequel les sénateurs ont beaucoup travaillé avec leur mission d'information. Donc ils vont être plutôt favorables à l'extension des pouvoirs des enquêteurs, mais ils vont être très attentifs à la garantie des libertés individuelles. Merci à vous Alexandre pour ces précisions et on continue sur ce projet de loi justice et notamment sur les questions du budget avec vous Tam Tranui, vous êtes avec le sénateur socialiste du Bas-Rhin Jacques Bigot. Oui Jacques Bigot, tout d'abord une réaction à ce que disait Alexandre Poussard. Le texte souhaite favoriser le procureur, donner plus de latitude à la police et à la gendarmerie. Est-ce que c'est un réel souci de plus d'efficacité ou plus simplement un arbitrage remporté par la place Beauvau pour vous? Alors il y a un peu de ça, de l'arbitrage, mais il faut être très clair, les enquêteurs constatent qu'on leur a donné, dans le cadre des lois sur le terrorisme et de la lutte contre le crime organisé, des moyens d'investigation sur l'INSI-Catcher, la géolocalisation, etc., des moyens d'enquête nouveaux, plutôt utiles et performants. Et puis ils souhaitent pouvoir les utiliser partout. Et nous devons dire, faites attention, il y a quand même une grande protection de la vie privée des gens. Des choses qui sont trop invasives sont dangereuses. Donc il faut trouver ce bon équilibre. Alors de la part des enquêteurs, c'est compréhensible. De la part de la justice et de la part du Sénat, il faut que nous fassions attention à protéger les libertés, à garantir les droits. On est dans un état de droit. C'est un point d'accord d'ailleurs entre la gauche sénatoriale et la majorité sénatoriale. Oui, parce que c'est l'esprit du Sénat. Alors nous pensons que nos rapporteurs ne vont peut-être pas assez loin. Ils ont amélioré le texte du gouvernement incontestablement, mais nous maintenons un certain nombre d'amendements pour essayer quand même d'être beaucoup plus prudent. Il faut être extrêmement prudent sur ces sujets. La technique est là. Il faut savoir dans quelles conditions on l'utilise, parce que la protection de l'individu est aussi importante. Alors plus globalement, il y a aussi dans l'examen de ce texte une loi de programmation budgétaire pour la justice, un budget que la majorité sénatoriale a fortement accru. À ce niveau-là, d'ailleurs, le projet de loi gouvernemental se contente de répéter ce qui avait été dit dans la loi de programmation de janvier 2018. Oui, d'ailleurs, très, très curieusement, cette loi de programmation quinquennale commence en 2018, c'est-à-dire une année qui est déjà expirée pour continuer sur les 4 années à venir. L'idée fondamentale, c'est quand même de dire pour permettre à la justice d'améliorer, il faut avoir une visibilité et s'engager sur des budgets sur plusieurs années. Ceci étant, avec le principe de l'annualité budgétaire, l'engagement ne vaut rien. Ça n'engage pas à grand-chose, cette programmation. C'est un affichage pour vous? C'est un affichage, c'est une réflexion, donc il faut la prendre comme ça. Il faudra contrôler ensuite si c'est respecté, mais surtout la crainte que nous avons exprimée, c'est que si on regarde bien toute la réforme qui est derrière, elle vise quand même à soulager la justice, à renvoyer des affaires ailleurs que dans la justice, etc. C'est ce que j'ai démontré tout au long du débat, et c'est ceci ce qui est inquiétant. Or, c'est la grande réforme justice du quinquennat, ce texte tout de même. Oui, enfin vous savez, des grandes réformes justice, on en a entendu parler beaucoup, d'année en année, quels que soient les gouvernements. Donc, ce qu'on sait, c'est que la justice va mal, il y a besoin de plus de magistrats, de plus de greffiers, et puis il y a aussi besoin qu'on règle le problème de l'administration pénitentiaire. On a eu des crises régulières, faute de personnel, faute de la situation des prisons. Les prisons sont surchargées. 40% des détenus dans les prisons sont en détention préventive, ce qui est une exception française par rapport au reste de l'Europe. Donc on a un vrai problème et celui-là ne sera pas réglé par cette loi. Bien, merci beaucoup Jacques Bigot pour votre réaction. Merci à vous, Tam, pour cette réaction en direct. On parle à présent du financement du handicap. La ministre Sophie Cluzel a rappelé que c'était une priorité du quinquennat. Elle était aux côtés, vous le voyez sur ces images, des sénateurs en charge de ces questions au Sénat et elle répond aux questions d'Héloïse Grégoire. Le handicap est réaffirmé en permanence priorité du quinquennat. Le rapport que M. Millon et M. Mouillet des commissions des affaires sociales m'ont ébauché, puisque je n'ai pas encore eu le rapport, va exactement dans cette politique de virage inclusif dans une société inclusive, c'est-à-dire réinterroger et partir des besoins des personnes. C'est un travail assez important qui a été fait pour réinterroger
Le maquis, comme l'a très bien dit M. Millon, le sénateur Millon, le maquis aujourd'hui de financement et les ruptures de parcours qui sont dues justement à cette complexité. Est-ce que c'est un dossier que vous porterez encore la semaine prochaine? Évidemment que je le porte avec conviction, c'est une priorité du quinquennat, c'est réaffirmé. Donc nous sommes vraiment tous collectivement motivés pour faire réussir la place des personnes handicapées dans la société parce que c'est l'affaire de tous et de tous les ministres. Les derniers arbitrages du gouvernement sur la réforme des retraites, les partenaires sociaux ont été reçus ce matin après 2 mois de concertation et on en sait désormais un peu plus. Ce sera donc un système par points. Jordan Klein avec Aurélien Romano. Sur la forme, les partenaires sociaux saluent des dialogues constructifs. Sur le fond, la musique est bien différente. Ils sortent en ordre dispersé. Si l'âge légal minimum de départ à la retraite est bien maintenu à 62 ans, la pierre d'achoppement concerne la déconstruction des 42 régimes spécifiques pour n'en conserver qu'un seul et unique. Pour nous, c'est une réforme qui va détruire les 42 régimes existants. Et ça, nous n'y sommes pas favorables puisque les 42 régimes, c'est des spécificités, notamment en matière de pénibilité, et c'est surtout adossé à des statuts, et notamment des statuts particuliers. La CFDT, elle est pour un régime universel. Et un régime universel, ça veut dire que lorsque je cotise, tout le monde acquiert le même droit. Ça ne veut pas dire un régime uniforme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas par profession, par secteur professionnel, la capacité à créer des systèmes qui seraient complémentaires et qui seraient pris en charge par ces professions. Dans ce système, l'idée est que les actifs d'aujourd'hui financent les pensions des retraités, avec une tonalité. 1 euro cotisé vaudra les mêmes droits pour chaque Français. Et la méthode de calcul sera la même pour tout le monde, salariés du privé, du public ou travailleurs indépendants. La fragilité de notre système actuel, c'est qu'il repose sur des catégories professionnelles. Nous souhaitons, au contraire, faire en sorte que nous embarquions tout le monde dans un chemin de convergence dont le cheminement sera adapté à l'acceptabilité sociale vers un système universel unique. Donc tous les régimes seront concernés. Pour l'instant, le calendrier de cette réforme reste encore assez flou. La loi devrait être présentée au 1er ou au 2e semestre 2019 pour un vote au Parlement durant la fin d'année. Une chose est sûre, les discussions avec les partenaires sociaux vont continuer. Il faudra encore un peu attendre avant de connaître le nom du remplaçant de Gérard Collomb et des nouveaux entrants. Le gouvernement Philippe III sera annoncé peut-être seulement vendredi soir, alors que l'opposition dénonce cette période de flottement. L'Élysée se veut rassurant, il n'y a pas de bras de fer entre le Premier ministre et le chef de l'État, Fabien Recker. Officiellement, il n'y a aucune raison de bousculer l'agenda. Ce matin, le Conseil des ministres a eu lieu comme prévu. Il y a un gouvernement au complet qui travaille. Le président de la République a également souligné qu'il assumait totalement de prendre le temps de faire ce fameux remaniement. Un remaniement qui bat des records de longévité, 8 jours après la démission de Gérard Collomb. Selon l'Élysée, il s'agit de laisser le temps à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d'examiner les candidatures. En réalité, le couple exécutif aurait essuyé plusieurs refus, notamment à gauche. L'Élysée confirme en tout cas que le remaniement sera d'ampleur et nie tout différent entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron sur la question. La droite sénatoriale dénonce quant à elle une grande fébrilité. Quand on a au sommet de l'État une grande cohérence, ça va très vite de faire un remaniement, parce qu'on a prévu d'ailleurs les cas où il y aurait peut-être des changements à faire. Mais là, le président est pris de surprise. Tous ces ministres d'État s'en vont les uns derrière les autres. C'est quand même une grande confusion et on voit bien, je le redis, que faute d'être le maître des horloges, il diffère le temps. Et ce, au moins jusqu'à samedi matin. Emmanuel Macron s'envole pour Yerevan et le sommet de la francophonie. Le nouveau gouvernement ne sera pas nommé avant son retour. Et avant d'ouvrir le débat en plateau avec mes invités, on retourne salle des conférences pour une réaction avec vous, Tam Tranu, avec le sénateur LR, Gérard Longuet. Oui, Gérard Longuet, Emmanuel Macron assume de prendre le temps pour faire ce remaniement. Est-ce que tout de même plus de 10 jours pour trouver un ministre de l'Intérieur, voire changer un certain nombre d'autres ministères, ce n'est pas un petit peu long? C'est très long. C'est très long. Aujourd'hui, pour être ministre de l'Intérieur, il faut à la fois avoir les vertus d'un héros, parce que c'est extraordinairement difficile. Et dans le système médiatique d'aujourd'hui, il faut aussi être un saint, c'est-à-dire être parfait et qu'aucun grief ne puisse vous être adressé. Manifestement, le système Macron n'a pas assez de racines suffisamment profondes dans la vie politique française pour trouver ce héros ou ce saint.
Et il manque donc de ressources aussi parce que c'est un système trop neuf. Il manque de ressources humaines, mais c'est un peu lui qui l'a souhaité ainsi. Il décide seul, il travaille seul, et sa formation La République En Marche a une très grande satisfaction d'elle-même et ne s'intéresse pas aux autres. Or, il se trouve que la vie politique, ce n'est pas simplement les amis du succès, c'est un pays tout entier. Tout à l'heure, Édouard Philippe a répondu à des interpellations, aux questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. Il a notamment dit qu'il n'y avait pas une feuille de papier à cigarette entre le Premier ministre et le Président de la République. Est-ce que l'on peut en douter quand on voit les événements des derniers jours? À partir du moment où on est obligé de le dire, c'est que le doute est possible. Mais je n'irai pas plus loin. Je veux bien croire qu'il a raison. Mais il était quand même obligé de le dire. Vous qui avez été ministre, dans quel climat travaille-t-on dans ces moments-là, puisque Édouard Philippe dit qu'il n'y a ni fragilité, ni fébrilité, que le gouvernement est au travail. Est-ce que c'est Non, l'action publique, c'est la continuité. Pour faire tenir un clou, il faut taper dessus tous les jours, et c'est donc la continuité qui compte. Or, manifestement... La continuité assurée par les administrations? Non, parce que les administrations, elles exécutent. C'est la continuité de la volonté politique, la continuité de la décision politique, la continuité de l'attitude. Les administrations font leur travail, naturellement, mais vous ne pouvez pas leur demander, par exemple, en ce qui concerne l'ordre public, de prendre elle-même une décision sur la ligne de force que le ministre de l'Intérieur devra retenir. M. Collomb nous a dit qu'il y avait en France un risque de guerre civile, que nous étions côte à côte et nous risquions un jour d'être face à face entre Français. Ça veut dire qu'il pense sincèrement, et pourquoi pas ne pas l'écouter, pourquoi ne pas l'écouter, il pense sincèrement qu'il y a un risque de conflit. Eh bien, c'est à un homme politique de prendre une décision, c'est pas l'administration. Et justement, un intérim de plus de 10 jours pour Édouard Philippe au ministère de l'Intérieur et comme Premier ministre, de poste où il faut être à 150%, c'est beaucoup pour un... Alors, il y a eu des exceptions. Raymond Barre était Premier ministre et ministre de l'Économie, et de mémoire, Georges Clemenceau était président du Conseil et ministre de la Défense. Mais ce sont des cas tout à fait exceptionnels. Le ministère de l'Intérieur, qui n'est pas simplement le ministère de la police, mais qui est aussi le ministère des territoires et de l'administration de l'État en territoire, a besoin des ministres à temps plein. Édouard Philippe a beaucoup de talent, mais il n'est pas à lui seul capable de remplacer tous et tout le temps. Eh bien, merci beaucoup Gérard Longuet d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Alors, attendu depuis une semaine, le remaniement du gouvernement d'Édouard Philippe reste en suspens, mais il sera d'ampleur, annonce l'Élysée. L'opposition dénonce quant à elle l'incapacité de l'exécutif à trouver un ministre de l'Intérieur et à tracer un cap. Le débat tout de suite. Et mes invités sur ce plateau, Jérôme Durain, bonsoir, merci d'être avec nous, sénateur socialiste de la Saône-et-Loire. À vos côtés, Philippe Dallier, sénateur LR de la Seine-Saint-Denis, vice-président du Sénat. Merci d'être avec nous. François Patry est également sur ce plateau. Bonsoir, le président du groupe de la République En Marche ici au Sénat, sénateur de la Côte d'Or. Et puis Franck Ménonville, bonsoir, vous êtes sénateur RDSE de la Meuse. Première question pour vous, François Patry, puisqu'on voit bien que ça tarde à venir, ce remaniement. Est-ce qu'on est arrivé au bout peut-être de la capacité de renouvellement de l'exécutif? Moi je ne pense pas. Je pense même qu'à l'intérieur du gouvernement, je ne donnerai pas de nom là, mais je vois plusieurs personnes qui peuvent occuper des postes aussi différents de ceux qu'ils occupent aujourd'hui. Je pense que le manque de ressources aujourd'hui dans le personnel politique, il est vrai. Il est réel, il est là. Il est vrai à gauche comme à droite. Si vous regardez dans le personnel politique aujourd'hui, est-ce qu'il vous vient immédiatement à l'idée le nom d'un ministre de l'Intérieur? Ça ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas comme ça aujourd'hui. Donc, je pense que aussi bien à gauche qu'à droite aujourd'hui, je pense qu'on manque effectivement de personnel, en tout cas un vivier suffisant. Alors, on me dira qu'il y en a beaucoup. Puis dans le même temps, moi, je n'ai pas le sentiment que dans la majorité à l'Assemblée nationale, il y ait parmi les 300 députés aujourd'hui des incapables. Il y a beaucoup de gens qui peuvent aujourd'hui devenir ministres. Et ce qui me surprend d'ailleurs, je ne vais pas être trop long, mais c'est que dans le gouvernement tel qu'il est aujourd'hui, ce sont des ministres issus de la société civile, plutôt techniciens, qui émergent de plus en plus, qui aujourd'hui occupent leur poste, travaillent, mènent leur texte à bout, plutôt que parfois les politiques chevronnés dont on parle. Ouais. Philippe Dallier, qu'est-ce que ça dit justement à cette situation où le remaniement tarde à venir, avec un Premier ministre qui cumule les fonctions de ministre de l'Intérieur? Je trouve que François Patria est d'un naturel optimiste. S'il n'y avait pas de difficultés réelles, je pense qu'il y a un moment déjà que le remplacement de ministre de l'Intérieur aurait été opéré comme le remplacement d'un ou deux ministres qui semblent avoir quelques difficultés et qu'il vaudrait mieux effectivement exfiltrer. Voilà, ça traîne.
Moi, je ne dis pas que c'est simple de procéder à un remaniement. Il faut trouver effectivement les bonnes personnes aux bonnes places. Mais, comme je l'ai entendu dans le reportage, faire porter le chapeau de ce délai à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, ça me paraît un peu gros. Voilà. Non, il y a véritablement des difficultés parce que peut-être qu'un certain nombre de candidats potentiels ne sont pas tellement intéressés par rejoindre l'équipe gouvernementale pour des raisons diverses et variées. On l'a vu à gauche et probablement également à droite. Peut-être que certains se seraient laissés tenter il y a un an, mais qu'aujourd'hui, ils ne veulent plus y aller pour des questions de ligne politique. Donc il faut aussi se le dire. Et quand on regarde le vivier chez En Marche, moi, je trouve qu'il n'est pas du tout si important que cela. D'ailleurs, il y a la preuve pour le poste de ministre de l'Intérieur. On a cité des noms de très proches de Nicolas Sarkozy, ce qui est quand même un peu surprenant, en tous les cas pour moi, qui suis aux Républicains. Donc on voit bien qu'il y a une difficulté, elle est réelle. Et ça doit quand même poser des questions sur la situation dans laquelle se trouve le président de la République, son Premier ministre et cette majorité. On a l'impression que la base est en train de se rétrécir sérieusement dans l'opinion publique. C'est une chose, mais dans le vivier des candidats potentiels pour un poste de ministre. La situation est cocasse. Hier, vous nous avez invités à venir commenter un remaniement et aujourd'hui, on commente un non-remaniement. Donc c'est un peu particulier. On s'est demandé d'ailleurs si on allait venir. Mais comme, merci d'être là. Oui, on est très heureux d'être ici. Ça pose d'autres problèmes. Et les problèmes que ça pose, c'est pas des problèmes de landerneau politique, de commentaires entre nous, qui va où et pourquoi. C'est des problèmes pour le pays. Il y a une réunion du FMI à Bali. Bruno Le Maire devait y aller. Il y a des sujets de tension internationale entre la Chine et les États-Unis. La France ne sera pas représentée par un ministre de premier plan. Il y avait un G6 de la sécurité à Lyon la semaine dernière. Édouard Philippe a fait un aller-retour rapidement. Il est sur la photo. Jacqueline Gouraud l'a représenté du point de vue protocolaire. Mais personne en charge du dossier. Donc il y a une carence de travail, de représentation des ministres sur leur délégation qui est préjudiciable au pays. Et puis surtout, ça veut dire quand même qu'un an après, alors qu'un vent de fraîcheur avait quand même soufflé sur le pays, il y avait une forme de renouvellement, de rajeunissement, d'enthousiasme, tout ça est retombé. Et c'est très embêtant, pas pour le personnel politique, mais c'est embêtant pour le pays. Et on voit bien que les difficultés d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe en ce moment, ça tient au fait qu'en ce moment, ça pioche, comme on dit, de façon un peu facile. Ouais. Franck Menonville. Écoutez, moi je crois qu'il y a différentes options possibles dans le cadre de ce renouvellement et de ce remaniement. C'est effectivement de rester sur un périmètre, j'allais dire, qui est le périmètre actuel, avec une grande majorité de ministres En Marche, quelques membres de la société civile, ou effectivement la deuxième option est peut-être d'ouvrir davantage au niveau de cette équipe gouvernementale pour surmonter les réformes et faire, j'allais dire, l'équipe France permettant autour du Premier ministre et du Président de la République de conduire les réformes importantes et structurelles qu'il faut conduire. Et effectivement, je crois qu'il y a cet équilibre-là à trouver. C'est difficile, François Patria, vous le disiez, de trouver cet équilibre entre des personnalités à la fois issues de la société civile et d'autres ministres plus expérimentés, plus politiques. Moi, j'ai le plus grand respect pour mes collègues sur cette... et même de l'amitié. Beaucoup. Mais je ne comprends pas ce manichéisme. J'écoutais Gérard Longuet à l'instant. Ce n'est pas des difficultés que le gouvernement a aujourd'hui. Parce que ces difficultés, elles sont épiphénoménales de la vie politique, mais pas du travail parlementaire. La preuve, la loi Pacte votée en 4 jours. La preuve, la réforme de la justice qui avance très bien, commencée hier, qui sera finie demain. Donc le gouvernement travaille. Et il ne manque personne au gouvernement. Aujourd'hui, il y a un Premier ministre qui fait l'intérim d'un ministère. Je rappelle à mon ami Jérôme Durin, qui est bourguignon comme moi, que pour remplacer M. Rebsamen au travail, il a fallu 20 jours. 20 jours. Du travail à l'époque. Et pour autant, le remaniement s'annonce d'ampleur. Parce que je pense, ça a été confirmé par parlons cash. Nous n'avons pas le droit de tromper. Et si on peut prendre un peu de temps, si on peut prendre un peu de temps, pour un peu de prudence, pour avoir demain à la fois de l'efficacité et de l'équilibre, et la probité exigée parce que la nouvelle loi aujourd'hui, prenons-le. Si le ministre est nommé lundi ou demain au lieu d'hier, est-ce que vous pensez que le cours de l'histoire, que la sécurité de la France en sera changée ? Je ne le pense pas. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont intéressés, et tout à l'heure on me parlait de l'entourage de tel ou tel ministre, mais c'est le propre aujourd'hui du gouvernement, d'avoir des gens et de droite et de gauche qui ne sont pas là pour leur étiquette, mais qui sont là pour leurs compétences. Si demain on me dit qu'un grand flic, qui appartient à la droite, est quelqu'un de loyal, de compétent, d'efficace et d'aimé par la police, qu'il soit de gauche ou de droite, c'est pas grave.
Ce qui compte, c'est qu'il fasse bien le travail. Et ça, c'est une ouverture d'esprit. C'est quelque chose de nouveau. Le manichéisme avant de dire il est de droite, il est de gauche, je ne le prends pas, ça n'est pas notre méthode et vous devriez la saluer plutôt que de la critiquer, Philippe. Oui. Philippe Dallier. Moi, je pense qu'on prenne un peu de temps pour faire les vérifications nécessaires, bien évidemment. Qu'on essaye de ne pas se tromper sur des postes aussi importants que celui de ministre de l'Intérieur, bien évidemment. Mais il y a manifestement un problème politique derrière tout cela. Et Entre on voit Édouard bien... Philippe et entre Non, c'est pas Emmanuel du tout ce que Macron. je dis. Je n'en sais strictement rien et eux seuls, certainement, connaissent la réalité. Il y a un problème politique parce que, en 18 mois, à peine, les choses ont changé de manière extraordinaire. Entre la promesse du printemps 2017 et la réalité d'aujourd'hui, il n'y a qu'à écouter un certain nombre de députés En Marche, moi ici au Sénat, mais ils sont frustrés parce que les résultats ne sont pas là. Parce qu'effectivement, le rythme des réformes, alors on vote des textes, et parfois nous les votons et je ne regrette pas de les voter, mais le rythme des réformes n'est peut-être pas celui qu'il aurait fallu adopter dès le départ. La croissance n'est plus au rendez-vous, elle pique du nez, le chômage, il y a à peine des résultats. Le déficit budgétaire, c'était encore très difficile. Et les réformes à venir, on ne sait pas très bien où on va. Il y a un vrai problème politique parce qu'il n'y a plus l'enthousiasme qu'il y avait chez certains il y a 18 mois. Et nous ne sommes que 18 mois après. Enfin, parler de l'an 2 pour ce gouvernement, pour le président de la République, de cette manière-là, on a l'impression qu'il est sommé de tourner la page de la première année du quinquennat. Il y a un vrai problème politique. Et donc, ça se ressent dans la constitution de ce futur gouvernement. Ils essayent effectivement de trouver des gens qui veulent bien. Mais ils ont du mal à en trouver. Et il y a des raisons à cela. Oui, je partage l'analyse de Philippe Dallier. Et on peut entendre François Patriat qui, quand il dit qu'il faut faire les choses bien. Effectivement, faisons les choses bien, il vaut mieux avoir des gens bien calibrés, bien adaptés au ministère, ça va de soi. Mais le problème politique de fond, c'est quand même que, après un an de travail, après 18 mois de travail, la promesse de 2017 n'a pas été tenue. On voulait un président moderne, ni droite ni gauche, et on a une forme quand même de monarque républicain à l'ancienne qui fait plutôt quelque chose de très pro-business. Donc il y a un souffle qui s'est dissipé. Un espoir qui a été déçu, et effectivement, la cote d'Emmanuel Macron, son attractivité a été un peu démonétisée. On a perdu quelque chose dans cette année, et ça tient aussi au travail parlementaire. Effectivement, des lois se votent. Mais il y avait très bon papier dans Libération cette semaine qui disait la pratique actuelle en matière parlementaire, c'est un texte qui est amené par l'administration, qui est assez peu discuté, qu'on étudie à la va-vite, la navette parlementaire ne sert pas à grand-chose, et Gérard Larcher, à la fin, fait un courrier au président de l'Assemblée en disant on n'arrive même pas à se mettre d'accord en CMP. 15 mois sur la loi Elan, oui. À la va-vite 15 mois pour voter la loi Elan. À la va-vite. C'est un peu vertical. 15 mois, on l'a eu en février. C'est un peu vertical. On avait commencé à travailler en juillet. C'est un peu vertical, un peu techno. On va pas ouvrir le débat sur la loi Elan, mais François Patriat, parce qu'on dit un peu toutes ces hésitations autour du remaniement, ça alimente quand même la thèse de la dissension entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Le Premier ministre a répondu. On va l'écouter et je vous donnerai la parole après. D'accord. Puisque vous semblez vous inquiéter de ce que le gouvernement ne serait pas consacré tout entier à son action. Eh bien, je veux vous dire, monsieur le député, qu'hier, peut-être cela vous a-t-il échappé parce que peut-être trouvez-vous ce sujet anecdotique, mais hier, le ministre d'État, ministre en charge des transitions, obtenait à Luxembourg, grâce à l'influence de la France, un accord tout à fait remarquable sur un sujet dont tous ici nous sommes convaincus qu'il est essentiel, celui de la transition et de la lutte contre les gaz à effet de serre. Je veux vous dire, monsieur le député, que ce matin, Jean-Paul Delevoye, vous le connaissez, haut commissaire que j'ai nommé, a rendu public les conclusions de la première phase de discussion que nous avons engagée sur la réforme des retraites. Vous avez choisi de ne pas en parler, c'est dommage. Je pense que c'est un sujet qui intéresse les Français. Vous auriez pu indiquer, monsieur le député, mais vous ne m'écoutez guère, vous auriez pu indiquer que dans l'ensemble des domaines, le gouvernement qui est là, agit, poursuit le chemin qui a été tracé par le président de la République. Et pour conclure, je voudrais vous dire avec le plus grand calme et la plus grande sérénité que ni vous, monsieur le député, ni aucun commentateur, ni personne, jamais ne mettra le début du commencement de la moitié d'une feuille de papier à cigarette entre le président de la République et le Premier ministre. Il n'y a pas de problème entre Édouard Philippe et moi, Emmanuel Macron. je voudrais qu'on compare un peu. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce que j'ai entendu. Non, il n'y a pas de problème politique aujourd'hui, il y a des problèmes épiphénoménaux, donc qu'on traite abondamment. Mais regardez un an après. J'ai connu
pas mal de gouvernements. C'est vrai que je suis là depuis pas mal de temps. Certains le regrettent, moi je m'y plais encore. Bon, mais je veux dire, est-ce qu'au bout d'1 an et demi, je n'ai jamais vu depuis 81 une telle symbiose, une telle complémentarité entre le président de la République et le Premier ministre. J'ai connu tous les gouvernements de 80, 88, Roca, je sais pas d'autres, j'ai tous connu, sous Sarkozy, sous Hollande. Au bout d'1 an, c'était déjà la cacophonie. Deuxièmement, c'est vrai. Ensuite, ce gouvernement, regardez quand vous regardez le gouvernement. C'est pas une question d'accord, c'est une question d'équité. Il faut trouver des personnes compétentes et trouver un équilibre entre les pions qu'avance le Premier ministre, bien entendu, qui sont des gens qui sont proches de lui, et puis le Premier président de la République qui dit qu'il faut que ce soit équilibré à côté. Il y a une question d'équilibre. On veut que ce soit encore équilibré, et de droite et de gauche. Il faut le trouver. C'est la limite du nid. Deuxième chose. Non, Philippe, mais non, on ne joue pas ça. Entre nous. Non, je ne joue pas entre nous. Deuxième chose. Regardez, quand vous regardez ce gouvernement, moi j'ai connu tous les gouvernements depuis 35 ans, 40, écoutez bien. Au bout d'1 an et demi, les ministres, pour certains, étaient vilipendés. Aujourd'hui, quand vous écoutez l'opinion publique, entendez-vous dire du mal de tel ou tel ministre? Moi, je suis comme vous, tous les jours sur le terrain, jamais je n'entends critiquer particulièrement un ministre. Tout le monde trouve que ces ministres, malgré tout, ils ne les connaissent pas tous, c'est vrai, mais ils travaillent. Et je vois aujourd'hui, je n'ai jamais vu une telle symbiose entre Matignon et l'Élysée. Je sais je travaille avec le Premier ministre chaque semaine. Je vois combien il est loyal à l'égard du chef de l'État et combien il a dit que sa mission est de réparer la France et de faire en sorte que le chef de l'État soit encore là longtemps. C'est ça. Alors, j'ai rarement vu ça pour le souligner et dire qu'il n'y a pas de problème politique. Est-ce que vous voyez un problème politique à la tête de ce duo exécutif? Moi, je n'analyse pas ça de cette manière-là. Je pense qu'effectivement, l'exercice est compliqué. Le profil d'un ministre de l'Intérieur est un profil aussi compliqué, exigeant. Effectivement, il faut qu'il soit à la fois, bien évidemment, pleinement engagé, compétent, expérimenté. C'est le premier flic de France, c'est le ministre aussi des territoires, des collectivités. Donc je pense que c'est effectivement un profil exigeant. Il faut qu'il ait un lien de confiance avec le président de la République. Ça ne poserait pas de problème? Non, je pense que ça ne poserait pas de problème. Et puis je pense que ce qui est déterminant, c'est sa capacité. Je pense que c'est vraiment dans la conjoncture dans laquelle on est un ministre très très particulier. On a vécu il y a quelques mois des vagues d'attentats. Et je pense qu'il faut quelqu'un qui soit à la fois rassurant pour les... C'est le premier flic de France, je crois qu'il faut être rassurant, complètement mobilisé et effectivement rassembleur au-delà même, au-delà même de son camp en matière de respect que nos concitoyens doivent avoir de lui au poste qu'il serait amené d'occuper. Voilà. Mais c'est bien parce que il n'est pas question que du poste de ministre de l'Intérieur que tout cela traîne. C'est bien ça le problème. S'il n'avait fallu remplacer... Effectivement, mais oui, mais on sait bien que la ministre de la Culture est sur le départ ou partie, que d'autres sont dans la même situation. Donc on va avoir un remaniement plus large. Parce que le président de la République en a ressenti le besoin politique. C'est lui qui fait cette analyse-là. Sinon, on aurait eu un remplacement poste pour poste. Et pourquoi est-ce qu'il fait cette analyse? Écoutez, regardez la courbe des sondages d'Emmanuel Macron. Moi, je veux bien entendre François Patria qui nous dit que tout est formidable, que tout va bien. Mais manifestement, les Français ne sont pas tout à fait de cet avis-là. Parce que le président C'est-à-dire que quand on nous dit d'un côté, pour le pouvoir d'achat, c'est formidable, écoutez, la plupart des Français comptent ce qu'il leur reste à la fin du mois et ils trouvent... Ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qu'on leur dit. Enfin, c'est d'abord ça qui pose un problème à cette majorité. Et si on parle d'en-deux, et si on parle de remaniement plus profond, c'est bien parce qu'il y a ce sentiment du côté de l'Élysée qu'il faut essayer d'insuffler un second souffle, après 18 mois seulement, et que du coup, il faut retrouver les équilibres, droite, gauche, etc. Et les personnes idoines sur chacun des postes. Voilà pourquoi c'est compliqué. Mais à la base de tout ça, moi, je ne dis pas que c'est un problème de personne entre le président et le Premier ministre. Je n'en sais strictement rien. Et ça ne se voit pas. Est-ce que M. Le Maire est un mauvais ministre? Je pense, en tous les cas, je pense qu'il y a un vrai problème. On donne la parole à Jérôme Durain. Moi, je pense qu'effectivement, le sujet du mercato ou du casting actuel n'est pas le plus important. Le problème politique de fond, c'est que les Français ont entendu un discours en 2017 auquel ils ont cru. Sur le pouvoir d'achat, Philippe Daillet l'a dit, la prime d'activité, ça va être 20 €, ça va être 8. Le diesel augmente, c'est une facture très lourde à la fin du mois pour les gens. Donc, ce ni droite ni gauche, ça ne fonctionne pas complètement.
On a vu les choix fiscaux qui ont été faits en début de quinquennat. Ça pose des problèmes. Et moi, je veux dire quand même que dans le personnel politique, ce sont les poids lourds qui sont partis. Collomb, Hulot, c'est pas anodin. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une forme d'affaissement de la dynamique politique née de 2017. Il faudrait des gens comme François Patriat pour prendre le relais, parce qu'il y a des gens du talent et de l'expérience politique. Sauf que, visiblement, ceux qui pourraient y aller n'y vont pas. Donc attention, parce qu'il y a quand même tous les extrémismes partout dans le monde qui se réveillent. En Europe, le Front National en 2017 était en face d'Emmanuel Macron. Et je vous prie de croire que partout la colère commence à monter, y compris dans les territoires. Donc c'est pas un sujet anodin. Parce que vous évoquiez ce sujet, François Patriat, est-ce que dans le prochain gouvernement, il faut une attention plus grande accordée justement aux collectivités territoriales ? Je pense qu'aujourd'hui, le dialogue avec les territoires est difficile. Je pense qu'il y a des inquiétudes et qu'il y a eu des ruptures. Et je pense que si ce gouvernement, dans son renouvellement, prend un peu de temps, c'est parce qu'il faut demain une personne capable de dialoguer avec les collectivités territoriales, avec les départements, les communes, les régions, recréer de la confiance. Ce que n'a pas réussi à faire l'actuel ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'aujourd'hui, les assemblées d'élus locaux sont des assemblées qui appartiennent, vous a pas échappé, soit à la gauche, soit à la droite classique, et qu'ils espèrent reconquérir le pouvoir à travers les territoires. Mais peut-être un mot de conclusion, une seconde, s'il vous plaît. Moi, je souris un peu de voir qu'aujourd'hui, vous savez, on a beaucoup parlé de convergence dans le pays, la coagulation. Et je vois ici au Sénat une convergence de la droite et de la gauche avec un seul but, affaiblir Emmanuel Macron en disant attention, ou là, il y aura Le Pen derrière. Et il s'est affaibli tout seul. Mais quand je vois la preuve, on n'en profite pas beaucoup dans les sondages. Je le dis. Cette coagulation gauche et droite, quand elle a au sondage autour des chefs de l'État, il n'y a pas de problème. On savait très bien qu'au bout d'un an, on sera à 30. Y a pas de... Quant aux réformes, et sur le pouvoir d'achat, on n'est pas une moindre contradiction. Dire aujourd'hui le prix du gasoil qui monte, mais le gasoil il monte parce que c'est la demande pressante de tous les citoyens de voir lutter contre le climat et que c'est la taxe carbone et qui a été instaurée par François Hollande. Donc je vous le dis comme tel. Non, mais le rythme de la pente, c'est ce gouvernement-là. La taxe carbone, c'est celle-là. Sur la question des collectivités territoriales, sur la place qu'elles doivent occuper dans le prochain gouvernement, vous vous appelez à un plus grand ministère sur ce point ? Écoutez, tout d'abord, vous dire que l'essentiel du travail avec les collectivités territoriales, c'est justement le ministère de l'Intérieur. Puisque, effectivement, c'est aussi son rôle. Et donc, là aussi, il y a dans ce renouvellement un enjeu, et notamment, sans doute, une équipe à constituer autour du prochain ministre de l'Intérieur. Effectivement, moi, je pense qu'on doit mieux faire. Le gouvernement doit mieux faire. On écoute. Il y a beaucoup de bon sens sur les territoires. Les élus sont mobilisés. Sont effectivement complètement mobilisés pour leur territoire, pour leur développement, et effectivement il y a une énergie absolument importante sur ces territoires-là qu'il faut effectivement. Et il y a aussi des doutes et des craintes. Et effectivement, je crois qu'il y a ce travail important à mettre en place. J'allais dire, c'est pas un problème. Je ne sais pas si c'est de la confiance, mais une capacité d'écoute et de liaison entre les territoires et le gouvernement, effectivement. Le terme qui vient d'être utilisé est très important. Cette question de l'écoute, elle est centrale. Région de France tenait son congrès à Marseille il y a quelques jours. Les associations d'élus se sont toutes retrouvées là-bas pour dire on a un problème avec l'État. Les territoires, ils mettent en œuvre des politiques publiques au service des gens. Des territoires où quand même la population se sent souvent abandonnée. Nous ne sommes pas ici des irresponsables. Nous ne partageons pas le plaisir morbide de voir le gouvernement patauger, Emmanuel Macron baisser dans les sondages et une forme d'atonie et de morosité regagner le pays. C'est pas pour nous une satisfaction. Donc il y a un problème d'écoute, il y a un problème de verticalité, il y a un problème un peu techno aussi avec ce gouvernement. Je trouve que Édouard Philippe fait bien son travail, c'est un type efficace et sympathique, mais il y a quand même quelque chose dans la mayonnaise qui ne prend pas et il faut vite corriger le tir. Moi, je voudrais saluer le fait que François Patriat ait reconnu sur ce plateau qu'il y avait un vrai problème avec les collectivités territoriales. Et j'en reviens au ministre. Jacqueline Gourault, notre ancienne collègue, qui connaît très bien les collectivités territoriales, qui passe son temps ici au Sénat comme ailleurs à dire « mais je me déplace dans le pays, je ne vois aucune difficulté ».
Ben écoutez, voilà, vous avez une partie de l'explication de la chute dans les sondages du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Quand on nie la réalité, parce qu'il y a 500 000 élus locaux dans le pays, je ne sais pas combien ont une carte de parti politique, cher François Patria, mais à mon avis, on n'est plus majoritaire à avoir une carte de parti. Mais ils ressentent tous la même chose. Et donc c'est bien qu'il y a un problème. Et ce n'est pas de nier le problème qui va permettre de trouver les bonnes solutions. Et c'est ce sentiment-là qu'ont eu les élus, d'être un peu renvoyés du revers de la main. Ce sentiment-là, ils l'ont eu. Alors, moi, je ne dis pas les dotations ont baissé, etc. On sait que globalement, elles n'ont pas baissé. Si ce n'est qu'il y a la moitié des communes qui les ont vues baisser, l'autre moitié qui les ont vues augmenter un tout petit peu. Donc, et ça pose des difficultés pour celles qui les ont vues baisser. Donc, on ne peut pas faire comme si... C'était moins bien avant. Ça a été pire sous le gouvernement Hollande, ça, je suis bien d'accord, je vais le répéter. Mais pour autant, le déni de réalité, ça n'est jamais une bonne manière d'aborder les sujets. Non, ça n'est pas un délit de réalité. Je pense que les collectivités locales, d'ailleurs, à Marseille, Gérard Larcher était invité, le Premier ministre n'était pas invité. Alors on dit que le gouvernement ne peut pas parler, mais on n'invite pas le Premier ministre le soir où on se réunit pour faire l'appel de Marseille. Il est allé en catimini le mardi matin parce qu'il s'est imposé. On voit bien que le dialogue, on voit bien que de la part des collectivités, il y a aussi une volonté, non pas girondine, mais de mettre à mal l'État, parce qu'aujourd'hui, on sent bien cette coagulation contre le chef de l'État. Recentralisation. Moi, c'est que je souhaite parler de Girondins. Franck Menonville, on parlait peut-être de dissension entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Est-ce que vous avez le sentiment que l'autorité présidentielle, quand même, en prend un coup avec cette séquence? Non, je ne pense pas que cette séquence soit de nature à affaiblir le président de la République. Par contre, je pense que certains aspects de sa communication peuvent effectivement affaiblir sa... Oui, voilà, moi je pense que... Et notamment, je pense que c'est très important, je crois que c'est programmé, mais je crois qu'il faut qu'il s'exprime vraiment auprès des Français, en direction des Français, pour effectivement donner un sens et communiquer un sens global de sa politique. Je pense que c'est important. Les Français sont dans l'attente d'une parole présidentielle forte. Et je pense aussi que moi, je l'ai dit en introduction, mais je crois qu'un des enjeux de ce remaniement, il ne faut pas oublier, le président de la République a été élu avec 23 et quelques % des voix au premier tour. Tous les présidents. Tous les présidents, mais c'est ce qui font leur faiblesse au bout d'1 an ou 2 ans. Et je crois que 26, plutôt Mitterrand. L'autre difficulté, c'est qu'au second tour, 80, on sait qu'il y avait, 25, et que donc ça impose aujourd'hui une vision ouverte, d'écoute et permettant de rassembler au plus large autour d'une équipe gouvernementale pour mener à bien les réformes qui sont celles qui sont à mener. Merci à vous Franck Menonville, merci Jérôme Durand, merci Philippe Dallier, merci François Patria. On va continuer de s'intéresser aux travaux du Sénat puisque les ministres Agnès Buzyn et Gérald Darmanin étaient auditionnés sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. On les écoute. Merci, à bientôt. Au revoir. Le PLFSS comportera 4 dispositions fortes. En premier lieu, il donnera l'assise légale nécessaire au dispositif 100% santé, qu'on appelait dans les promesses présidentielles, vous le savez, reste à charge zéro, qui a fait l'objet, et vous le savez également, d'accords avec les professionnels des 3 secteurs concernés, le dentaire, l'optique et les aides auditives. Il s'agit d'une réforme ambitieuse de solidarité concrète qui va changer l'accès de nos concitoyens, je pense notamment aux plus âgés, à des équipements de santé indispensables. Le reste à charge moyen, je le rappelle aujourd'hui, pour les prothèses auditives, il est de 850 € par oreille. À compter de 2021, il sera possible d'accéder à une offre sans aucun reste à charge. Il s'agit bien pour le ministre des Comptes publics et la ministre de la Santé et des Solidarités de permettre en 2024 la fin de la dette sociale, ne serait-ce que pour nous intéresser aux défis du futur, le vieillissement de la population, la multiplication des maladies chroniques et puis la question de la dépendance qu'a évoquée Madame la Ministre. On aura l'occasion sans doute d'y revenir. Et avant de refermer cette édition, on retourne dans l'hémicycle du Sénat. Vous le savez, l'examen du projet de loi sur la réforme de la justice se poursuit. On va faire un point avec vous, Alexandre Poussard, sur l'avancée des débats. Bien écoutez Delphine, le Sénat vient d'adopter un article qui permet de déposer une plainte en ligne et de ne plus se déplacer au commissariat de police pour déposer plainte. Alors cette plainte en ligne, elle va simplifier le travail des policiers et puis elle va également offrir de nouveaux droits aux victimes qui peuvent se sentir menacées de venir au commissariat de police
justice pour déposer plainte. Alors le Sénat a voté cette mesure, mais il y a ajouté des limites. Il a encadré cette mesure, et notamment pour que les plaintes en ligne soient impossibles pour les crimes et les délits, car les sénateurs estiment que ces infractions sont trop importantes. Et les sénateurs veulent également prévenir le risque de dénonciation calomnieuse qui pourrait exploser avec ces dépôts de plainte déposés derrière un ordinateur. Donc voilà, nous en sommes aux mesures de simplification de la procédure pénale. C'était une demande des policiers et des gendarmes qui jugent cette procédure pénale trop lourde et pas assez efficace. Merci à vous Alexandre pour toutes ces précisions et on vous retrouve demain pour les questions d'actualité au gouvernement. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi, à suivre. On va plus loin à 18h30, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne soirée à tous.